Je vais passer la parole à Madame Anne-Laure Poujol, qui est maître de conférence en psychologie à la Pitié-Salpêtrière, donc Paris-Sorbonne, je pense. Et non, pas sûr, mais vous corrigerez. Et qui nous parle de la place du psychologue en réanimation. Merci beaucoup. Je remercie la SPAR de nous avoir proposé de faire cet atelier aujourd'hui pour parler des sujets psychologiques en réanimation. Donc oui, je suis Anne-Laure Poujol, je suis psychologue clinicienne en réanimation chirurgicale à la Pitié et maître de conférence de l'école de psychologues praticiens en psychologie clinique et psychopathologie. Donc je viens aujourd'hui vous parler de la place du psychologue en réanimation. L'hôpital en général et la réanimation en particulier sont des lieux où se côtoient des situations extrêmes, où l'excès de douleurs physiques et psychiques viennent perturber les repères psychologiques et identitaires de chacun. En effet, les soins sont techniques, souvent intrusifs. On travaille avec des corps qui portent les stigmates de la maladie. Une tension entre la vie et la mort s'exerce. Tout cela confronte chacun à sa potentielle vulnérabilité. L'enjeu vital engagé et la technicité des soins imposent aussi souvent la sédation des patients, si bien que leur état de conscience peut fluctuer du coma à la conscience et la subjectivité du patient peut tendre à s'effacer du coup derrière le corps. Pourtant, la dimension somatique est imprégnée d'une dimension émotionnelle. Les récits des patients en réanimation et en post-réanimation, les études sur le vécu des familles, mais aussi le vécu des soignants travaillant en réanimation, témoignent bien d'un vécu psychique fort et parfois bouleversant. Aussi, les services de réanimation sont parmi ceux dans lesquels patients, proches et soignants souffrent le plus. C'est dans ce contexte que le décret de avril 2022 demande maintenant qu'un psychologue appartienne à l'équipe de réanimation. L'objectif de mon intervention est donc de vous présenter et de discuter avec vous de ce que peut faire un psychologue dans un service de réanimation. Comment se saisir du psychologue et qu'est-ce que ça pourrait apporter aux équipes pour la prise en charge des patients et des familles? C'est un peu les questions qui vont guider cette intervention. Cela suppose avant toute chose de considérer que pour chacun, somatique et psychisme s'articulent. En effet, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, voire traumatiques, inéluctablement, on va devoir opérer un travail de mise en sens de ces événements. C'est-à-dire qu'on va devoir associer nos pensées à nos perceptions et à nos émotions. Et grâce au lien qu'on va faire entre ces différents éléments, on va pouvoir inscrire et intégrer l'événement dans notre histoire de vie. Autrement dit, on doit pouvoir répondre à cette question. Comment ce que je ressens est aussi intimement lié à ce que je suis, à mon histoire et au contexte dans lequel je vis l'événement. Et c'est précisément à la réponse à cette question que le psychologue a une place importante pour accompagner le patient. Grâce à son référentiel théorique, à des techniques d'entretien, d'observation, à des techniques d'écoute, le psychologue va construire un cadre relationnel qui va permettre au patient d'effectuer ce travail de liaison. On va faire alors des analyses, on va proposer des hypothèses interprétatives qui doivent là alimenter la réflexion du patient ou de l'interlocuteur en général et encourager ce travail de pensée pour faire les liens et finalement donner un sens. Je vous propose de voir comment ça peut faire avec Monsieur M. Monsieur M, il a 45 ans, il est en réanimation depuis quelques jours, très entouré de sa famille. Compte tenu de sa maladie chronique, ce n'est pas sa première fois qu'il est hospitalisé, mais c'est son 3e séjour en réanimation. Ce dernier séjour semble évoluer plutôt bien, mais il dépend encore de soins importants. Pourtant, il semble vraiment mal supporté par Monsieur M qui pleure beaucoup. La première étape du travail du psychologue va être d'identifier la demande du patient ou la demande pour le patient. En effet, quand il est hospitalisé pour des motifs médicaux ou chirurgicaux, le patient est rarement spontanément demandeur d'une prise en charge psychologique et l'offre du psychologue ne lui est pas du tout évidente. Le patient de réanimation se trouve donc souvent dans une non-demande vis-à-vis du psychologue. Et la plupart du temps, ce sont les tiers comme les familles ou les soignants
qui vont faire émerger ou relayer la demande du patient auprès du psychologue, notamment lorsqu'ils observent, comme pour M. M, ces larmes incessantes, mais aussi quand on observe une colère qui ne descend pas, un renfermement, un immobilisme dans le lit ou encore une totale soumission aux soins qui paraît un peu étonnante. Devant ces demandes, le psychologue cherchera ensuite à aller à la rencontre du patient. On doit vous avouer que c'est quand même une démarche plutôt inhabituelle pour un psychologue d'aller à la rencontre, initier une rencontre avec un patient. Mais en réanimation, cette vulnérabilité le justifie. On initie donc un contact et on recherche à faire l'expérience de la rencontre, celle qui consiste à être là, ici, maintenant, avec le patient, en essayant d'inscrire cette rencontre-là dans l'histoire de vie du patient, c'est-à-dire en prenant en compte son passé et en travaillant aussi sur son avenir, aussi incertain soit-il en réanimation. Cela suppose qu'on puisse, nous, psychologues, nous décentrer de nous-mêmes, ce qui est essentiel pour essayer de s'approcher juste pour un temps, le plus finement possible, de ce qu'est en train d'expérimenter le patient. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Qu'est-ce qu'il comprend de cette situation dans toute sa complexité alors que sa vie et sa mort sont en jeu? Sans préjugés, on essaye de proposer alors un temps d'interaction avec le patient dans lequel on va, patient et psychologue, agir l'un sur l'autre et accepter que l'autre vienne agir sur nous. Accepter que l'autre vienne nous toucher par ses paroles, par son regard, par ses émotions, pour mettre en mouvement nos pensées respectives. À ce moment, il y aura une rencontre alors authentique qui va nous permettre de travailler au niveau psychique. Ainsi guidé par le discours du patient, par ses émotions, on va essayer de définir des objectifs pour alors accompagner notre patient sur le temps de la réanimation. Avec l'équipe, la psychologue constate déjà les larmes presque incessantes de M. M, qui témoignent de sa détresse. Au niveau de la prise en charge psychologique, l'objet va alors être d'investiguer précisément qu'est-ce que traduisent ces larmes et de quoi se nourrissent-elles. À ce propos, M. M affirme son épuisement, qui dépasse largement le temps de la réanimation et recouvre toute l'histoire de sa maladie qu'il se remémore. Ce jour où les douleurs ont été si intenses, si aiguës qu'il a décidé de consulter un médecin. Ce jour où sa vie s'est transformée. Épanoui dans sa vie familiale et professionnelle, il a dû se réorganiser, il a dû se soumettre à l'évolution de sa maladie, au rythme des hospitalisations. Désormais, alors qu'il est jeune, toute sa vie est centrée sur son corps, et plus précisément sur les défaillances de son corps. Monsieur M a du mal à nous parler de ce corps, qui est nu depuis plusieurs jours, allongé. Son corps qui est relié à de nombreuses machines, comme des appendices dont il est dépendant et qui l'entravent dans ses mouvements. Ce corps qui lui rappelle continuellement la précarité de sa vie, il est difficile à supporter ce corps. Et avec le psychologue, il peut discuter de cette ambivalence ressentie vis-à-vis de ce corps, vis-à-vis des machines, vis-à-vis de sa souffrance. En l'aidant à mettre en mots ce qu'il est en train de vivre, on permet un décalage et de rendre ce vécu moins envahissant, vécu qui jusqu'alors ne pouvait du coup s'exprimer que par des crises de larmes compulsives. Initier cette mise en mots, c'est un premier moyen de prendre une distance et d'entamer un travail de pensée sur cet événement. Alors, on va chercher à identifier ensuite les besoins du patient. Tous les soignants connaissent les besoins du patient en termes de soins, en termes de prendre soin, le repos, le calme, le soutien affectif, le besoin d'information, de communication. Le psychologue il peut participer à ce travail d'équipe en focalisant un peu son travail sur les besoins en termes d'évaluation psychologique, d'accompagnement et de soins psychiques. Effectivement, les paroles de M. M, à propos de ses larmes, informent que parmi ce qui se joue en réanimation, il y a des questions identitaires, existentielles, pour la vie de quiconque. Lui, ça se formule ainsi. Qui suis-je dans ce lit, avec ce corps qui ne ressemble plus à rien et qui dépend de machines pour fonctionner? Est-ce que ça a du sens pour moi, homme, jeune, autonome, digne? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans cette situation, quand on ne peut plus assumer son rôle de conjoint, de père, de fils, quand on ne peut plus assumer son rôle professionnel? Quel est le sens de cet événement pour lui? Monsieur M cherche à répondre à ces questions dans ses relations,
Et dans ses relations avec les soignants, notamment, M. M peine à préserver sa dignité. Il est effectivement toujours en position de passivité et de vulnérabilité, nu et allongé dans son lit, avec un corps qui ne bouge pas facilement, et des soignants debout au-dessus de lui qui travaillent sur son corps. Toutes les attentions bienveillantes des soignants ne suffiront pas toujours à passer outre l'humiliation qu'il est en train d'expérimenter. Cette vulnérabilité, il la ressent aussi dans le regard de ses proches, dans lesquels il ne voit plus que leur inquiétude, leur tristesse, leur fatigue accumulée, même si chacun essaie de se montrer très fort à ses côtés. L'ensemble de ses repères identitaires est donc bouleversé. Donc dans ce contexte, le psychologue doit avoir comme objectif d'accompagner psychologiquement M. M pour lui permettre de vivre cette expérience au confins de la vie. Chaque entretien, même très court, même avec très peu de paroles, peut constituer une somme d'expériences, d'échanges de regards, de touchés, qui sont importantes pour le patient. Et lorsque, ensemble, le patient et le psychologue vont réussir à co-construire une réflexion et une pensée sur cette expérience, ce sera probablement le signe qu'à ce moment-là, le patient est en train de sortir du non-sens de cette expérience et de la sidération de la maladie. Ce travail n'est possible qu'en collaboration avec l'équipe soignante. On l'a dit, pour repérer les besoins des patients, mais aussi grâce à son positionnement qui est tout à la fois dans l'équipe et avec une posture un tout petit peu extérieure, le psychologue peut venir interroger les phénomènes psychiques et relationnels dans la situation de travail. Il peut ainsi aider soignants et patients à entrevoir la possibilité d'autres points de vue, d'autres lectures sur ces situations. C'est d'autant plus important dans les prises en charge qui sont longues et parfois usantes et qui peuvent mettre en difficulté les uns et les autres au risque que la relation patient-famille-soignant en subisse les conséquences. Par son travail du coup avec le patient et la famille, le psychologue peut faire une sorte de tampon dans ses relations avec les équipes, en témoignant de la reconnaissance des enjeux émotionnels de chacun et aussi en apportant une compréhension de la situation qui pourrait permettre à chacun un ajustement relationnel. On peut le voir avec M. A, qui doit effectuer 1 heure de ventilation avec un masque de VNI plusieurs fois par jour. Mais après 2 jours, Monsieur A refuse le masque, malgré les explications des soignants quant à l'importance de cette procédure. L'équipe sollicite la psychologue du service pour comprendre ce que souhaite le patient et comment parvenir à mettre en place ce soin qui est absolument nécessaire pour lui. Après avoir accepté la présence de la psychologue, M. A exprime d'emblée sa colère. Il ne supporte pas de se faire avoir. Et ce matin, M. A eu l'impression que la séance de VNI a été prolongée sur une durée interminable. Il étouffait, il se sentait oppressé. Ayant des difficultés à bouger ses bras émaciés, il n'a pas pu ôter lui-même son masque de VNI. M. A s'est senti totalement dépendant du bon vouloir des soignants pour être libéré du masque et lui permettre de respirer sereinement. Désormais, M. A refuse catégoriquement de reprendre le risque d'expérimenter à nouveau cette sensation d'étouffement, mais également cette dépendance aux soignants. Du côté de l'équipe, cette décision du patient d'arrêter la VNI est considérée comme déraisonnable. Et en même temps, les soignants sont dépourvus car ils ont bien conscience de l'inconfort qui est induit par cette prise en charge-là. Ils se retrouvent face à une sorte de non-sens dans leur rôle de soignant, la nécessité de faire un soin anxiogène, désagréable ou douloureux à un patient déjà souffrant. De son côté, les angoisses de M. A sont exprimées lors de l'entretien avec la psychologue au travers du vécu de perte de contrôle au niveau physique. Il avait ce sentiment d'étouffer, cette immobilité, d'être bloqué dans son corps, et aussi au niveau psychologique, ce vécu d'impuissance. Il ne peut pas se sauver lui-même. Dans ce refus de soins, se joue donc chez M. A une possibilité de reprendre le contrôle sur sa prise en charge et d'échapper aux angoisses ressenties lors de la VNI. Le travail autour des angoisses de mort peuvent être discutées dans l'entretien. Elles résonnent avec la sensation de ne plus respirer, d'être enfermé, de ne plus pouvoir se protéger. En s'appuyant sur le discours du patient, pour mettre en mots ce vécu, celui-ci peut devenir un petit peu moins envahissant, car partagé, contenu par la psychologue. Le récit permet aussi à la psychologue d'aller transmettre à l'équipe ce qu'a vécu de façon si intense M. A ce matin-là. En reconnaissant comme ça les points de vue de chacun, la psychologue a cette fonction de lien qui va permettre le réajustement relationnel
de part et d'autre. Et du coup, entre le patient et l'équipe, différentes modalités vont être discutées pour la prise en charge, comme la présence de la famille lors de la prochaine séance VNI qui va répondre aux besoins de sécurité du patient, ou encore de faire participer le patient en lui demandant de surveiller lui-même le temps qui s'écoule pendant la VNI, ce qui lui permet de sortir de l'extrême passivité et impuissance qu'il a vécue au début de la prise en charge. Cette intervention-là, elle peut permettre de prévenir les états de stress post-traumatique. Effectivement, la situation qu'a vécue M. A ce matin-là réunit l'ensemble des facteurs de risque traumatique. L'impuissance, la perte de contrôle, le sentiment de mort imminent, associé à une détresse extrême. Par cet ajustement qui a pu se faire, la parole du patient est entendue, elle est prise en compte, et le patient redevient partenaire et prend une place active dans la situation de soins. Cette détresse et cette profonde vulnérabilité, elle a des conséquences sur le vécu des familles qui entourent le patient. Si les réanimations s'inscrivent de plus en plus dans une ouverture aux proches, de façon non limitée afin qu'elles puissent venir soutenir le patient, le passage en réanimation reste un moment difficile pour les familles et on l'a vu, ça peut avoir des conséquences psychologiques avec des symptômes dépressifs, anxieux, traumatiques. La situation clinique de Madame R illustre la manière dont le psychologue peut se mettre à disposition de la famille pour les accompagner dans cette confrontation au réel de la maladie et de la réanimation. Madame R, c'est la femme d'un patient qui a eu un accident important et de ce fait, il est grièvement blessé. Suite à un entretien avec la famille, le médecin, l'infirmière et l'aide-soignante sollicitent la psychologue car ils s'étonnent du comportement de Madame R qui a pris des notes, qui a posé des questions, qui écoutait et semblait apprendre comme un cours, me disent-ils. Lors des entretiens médicaux, ils n'ont vu apparaître aucune émotion. Elle est restée impassible. Son comportement a questionné l'équipe et il se demande qu'est-ce qu'elle comprend de cette situation. Lorsque la psychologue rencontre Madame R, cette dernière est au chevet de son mari. Elle accepte l'entretien, mais elle demande à ce qu'il ait lieu à l'extérieur de la chambre. Et comme dans l'entretien médical, la première phase de la rencontre concerne des demandes de conseils. Que dire? Comment? À qui? Madame R, elle est démunie, elle craint de mal faire. Elle pose des questions, prend des notes, apprend. Et puis après un temps d'échange, la psychologue demande à Madame R comment elle vit la situation et celle-ci fond en larmes. C'est si violent, depuis le temps qu'elle l'enjoignait de faire attention. Que doit-elle comprendre de tout ça? Qu'aurait-elle dû faire? L'entretien sera renouvelé tous les 2 jours pendant la durée du séjour en réanimation. L'angoisse des familles peut s'exprimer de façon très diverse et leurs demandes peuvent être difficiles à faire émerger parce que les familles aussi ne se sentent pas légitimes pour consulter un psychologue. Ce n'est pas eux, le patient. Dans cette situation, Madame R adopte un positionnement différent, on voit, en fonction des espaces et des interlocuteurs. Dans la chambre du patient et lors des entretiens médicaux, elle reste entièrement focalisée sur son conjoint. Elle se coupe de ses propres émotions pour essayer d'atteindre son objectif, celui de comprendre ce qui se passe au niveau médical. En revanche, dans les entretiens avec la psychologue, Madame R s'autorise à explorer son vécu émotionnel et à mettre des mots sur sa détresse. Le lien qui se construit progressivement avec Madame R vont lui permettre d'être progressivement de plus en plus souple et d'affaiblir cette défense et ce clivage entre l'entretien médical et l'entretien psychologique. Progressivement, elle va pouvoir parler de son mari, accrocher des photos dans la chambre, évoquer ses habitudes, puis parler de ses doutes, de ses appréhensions, du retour à la maison. Ces éléments vont permettre à l'équipe d'enrichir aussi leur représentation du patient et du coup d'ajuster aussi leur relation de soins avec le patient, qui ne se réduit plus du coup à son accident, mais qui devient un homme avec toute son histoire. En conclusion, et pour répondre aux questions que je vous proposais de discuter, comment donc se saisir du psychologue et qu'est-ce que cela pourrait apporter dans une équipe pour la prise en charge du patient et de sa famille? Bien, ces vignettes cliniques illustrent la spécificité d'un accompagnement psychologique du patient et de la famille en réanimation. Ça montre qu'une collaboration avec l'ensemble de l'équipe est nécessaire et doit permettre de repérer, de comprendre et d'accompagner cette détresse des patients et de leur famille,
Le travail du coup du psychologue peut participer de la qualité des soins et de l'accueil des patients et des familles dans un moment extrêmement complexe de la vie de chacun. Et ça peut prévenir l'apparition de troubles de stress post-traumatiques. Finalement, il semble que le psychologue ait un rôle important à jouer dans la triangulation patient, famille, équipe, afin de laisser une place aux souffrances psychiques que l'on ne peut pas éviter, qui existent, mais que ces expressions émotionnelles, elles puissent s'exprimer et être mises au travail dans un espace aussi dédié, sans envahir de façon insidieuse l'espace professionnel ou personnel. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication qui ont été déjà convaincus, mais qui montre bien l'importance de la place du psychologue pour la prise en charge des patients et de leurs familles. Je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions. Moi, j'aurais une question. On a vu au travers de ces 3 présentations qu'il y a beaucoup de travail pour les psychologues dans les services de réanimation. Est-ce que, selon vous, il y a une place pour la structuration de réseaux avec la ville, notamment pour prendre en charge hors de l'hôpital les familles et les soignants ? Effectivement, et c'est même assez important que le psychologue puisse faire des liens. Alors, on ne le fait pas forcément avec la ville parce que souvent après la réanimation il y a un service d'hospitalisation classique, mais même faire ce lien avec les psychologues d'après permet de créer ce lien de continuité, ce sentiment de continuité dans la prise en charge, et ça va permettre au patient aussi de créer le fil de sa vie et de son accompagnement. Pour les familles, on peut aussi faire effectivement, et c'est important que la famille puisse avoir cette ressource disponible sans qu'il ait à la chercher, ce qui est particulièrement difficile pour eux. Donc souvent, ils demandent effectivement qu'on les aide à repérer les professionnels et qu'on fasse cette transmission. Ouais. Beaucoup de nos patients sont, au moins pour une partie de leur séjour, non communicants. Oui. Alors, à ce moment-là, le psychologue... qui travaille beaucoup avec la parole quand même. Il a une place essentiellement auprès de la famille, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'intervenir auprès du patient qui est non communicant ? Alors tout à fait. Alors il y a les patients qui sont non communicants car intubés, mais conscients. Avec ces patients-là, on va essayer de faire une sorte d'enveloppe de mots en mettant des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc on peut aller au chevet de ces patients et de leur raconter ce qu'on entend, l'infirmière, le son de la voix de l'infirmière, cette alarme pour laquelle il ne faut pas qu'il s'inquiète, c'est juste un médicament qui se termine, cette autre alarme où il entend le chariot qui passe, enfin voilà, donner un sens sur tout l'environnement qu'il est en train de percevoir. Dans ce travail de lien entre perception, cognition et émotion, voilà, pouvoir mettre des mots sur tout ça, ça peut donner un sens. Et puis on lui propose comme ça des hypothèses aussi de ce qu'il pourrait être en train de vivre et qu'on sera amené à redétailler, remettre au travail après quand il sera communicant. Oui, merci de cette piste, parce que peut-être qu'on peut vous aider là-dessus. C'est-à-dire que le médecin, quand il passe, il peut expliquer peut-être plus. J'espère qu'il le fait. Ouais, mais sûrement, mais on est tellement habitué à l'environnement qu'un bruit, par exemple, une alarme qu'on coupe machinalement, on ne va pas expliquer au patient, vous inquiétez pas. Voilà, mais effectivement, et on ne le fait pas forcément. C'est pas forcément évident à faire avec les patients non communicants. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça suppose de décider d'aller le voir, de mettre en place ce temps de rencontre où je vais accepter d'être là juste pour lui et je vais lui proposer de mettre des mots, mais ça demande de se concentrer, d'être attentif à tout ce qu'on entend et voilà, lui proposer. Après, on voit aussi son faciès pour voir s'il est réceptif ou si vraiment c'est encore plus anxiogène. Dans ce cas-là, on va s'arrêter, mais voilà, d'être sensible aussi à ce qu'il peut exprimer sur son visage. Oui, non, j'avais juste une question, c'est justement avec le nouveau décret qui est sorti. Du coup, la place du psychologue est imposée aux réanimations, ce qui est très bien. La question, c'est plus en termes d'effectifs de psychologues et de formation des psychologues. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y a des formations qui vont se mettre en place pour spécifiques à la réanimation dans vos formations et tout ça ou pas ? Alors, la formation du psychologue
actuellement, c'est une formation de psychologue clinicien. Actuellement, c'est 5 ans à l'université avec un certain volume horaire de stage. Et les formations, ensuite, c'est des formations continues. Et il y a des formations, des DU sur les prises en charge somatiques, sur le traumatisme. Voilà. On se forme aussi en faisant des intervisions et des supervisions. L'idée, c'est vraiment de poursuivre cette formation tout au long de la vie. Et est-ce qu'il y aura assez de psychologues? Il y a des psychologues. Pour l'instant, on n'est pas en manque. Oui, après, des qualifiés pour, effectivement, on me souffle à l'oreillette, des psychologues qualifiés pour, mais à nouveau, l'important, c'est que ce soit, il me semble, des psychologues cliniciens avec cette formation et qui soient disposés à continuer cette formation et à s'inscrire dans les journées de formation comme ici, à la SFAR, à la SRLF. Je pense qu'il faut découvrir le milieu quand même, parce que en tant que psychologue, vous n'êtes pas immergé dans un service de réanimation par nature. Donc, non, mais on peut faire des stages. Oui, bien sûr. Mais donc il faut accepter de s'immerger, de comprendre le métier, d'être intéressé par ce milieu très particulier quand même. Oui, tout à fait. Hein. C'est pas tous les psychologues. Donc c'est probablement un peu une sorte de spécialité, quasiment. Clément? Oui, quelle est la place du psychologue justement en réanimation quand la demande ne vient pas du patient? Parce que nous, c'était une problématique un peu récurrente quand les soignants avaient le sentiment qu'un patient pourrait bénéficier d'une rencontre avec le psychologue et ça se heurtait à le patient n'avait pas formulé la demande. Alors du coup, il y avait c'est un sujet d'incompréhension. Et d'ailleurs, sur votre vignette, vous parlez de la demande du patient, mais dans le récit, j'ai le sentiment qu'il n'avait pas formulé la demande. Donc c'était de savoir quelle est cette place. Effectivement, le message que je voulais faire passer, c'est que souvent le patient est dans une non-demande vis-à-vis du psychologue parce qu'il n'est pas en mesure de la formuler lui-même, cette demande. Et les tiers, donc la famille et les équipes, ils vont repérer cette souffrance, ce que vous disiez. Ils repèrent que probablement ils pourraient bénéficier de l'intervention d'un psychologue. Les signes, ce sont ces signes de colère, de larmes, de tristesse, ce retrait. Et l'équipe va en parler directement à la psychologue qui va essayer d'aller préciser pourquoi, quelle est cette demande derrière. Et la psychologue peut aller se présenter directement après au patient pour aller voir et faire émerger la demande. Ce sera le premier temps de travail du psychologue, faire émerger cette demande ou identifier la demande avec le patient. C'est quelque chose qui est faisable, il n'y a pas une sorte de barrière éthique de Non. Ouais. Et alors dans mon service, ça arrive régulièrement que les soignants ou les médecins aient déjà proposé mon intervention aux patients qui la refusent dans un premier temps en disant non, c'est bon, je suis pas fou, moi. Et du coup, l'équipe me signale qu'ils ont demandé, que le patient a refusé. Et du coup, j'attends 2 jours et puis j'y vais pour me présenter et reproposer. Voilà. Quelque part, le soin, cette intervention du psychologue, c'est presque la seule chose que le patient peut refuser en réanimation. Donc c'est aussi intéressant qu'il puisse dire ok, aujourd'hui je veux bien et puis là je veux pas. Ça lui permet de reprendre un peu une part active dans cette prise en charge compliquée. Vous vivez le refus de façon très positive. Je trouve ça très bien. Et puis après lui redonner quand même l'occasion de réaccepter une fois prochaine, quoi. C'est pas parce qu'on refuse un jour qu'on refuse toujours. Oui. Madame, vous vouliez intervenir, non? Non. Je vais vous proposer un autre rôle pour vous donner encore un peu plus de travail. C'est la formation aussi aux soignants. Nous, on travaille sur la formation à la communication aux soignants et justement, on travaille en binôme avec des psychologues, que ça soit de la création des scénarios pour qu'ils aient un intérêt pédagogique justement avec une vision d'un psychologue, au débriefing où une partie du débriefing est fait par le psychologue qui amène un autre décryptage de la relation. Oui, c'est très très intéressant aussi. C'est ce qu'on essaye de mettre en place dans les différents services, je sais. Et c'est le travail vraiment pluridisciplinaire de l'équipe de réanimation qui est très intéressant pour une prise en charge quand même complexe des patients. Ouais. Merci beaucoup pour cette session Merci. qui était très intéressante, très riche. Et, merci à tous d'avoir été là un samedi après-midi. Voilà, et merci à nos intervenantes.